Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de participer à ce webinaire sur la résilience face au changement climatique. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de nous rejoindre, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de cet enjeu qui est la résilience et l'adaptation face aux risques climatiques, et plus précisément pour vous partager l'approche d'EcoAct et plus particulièrement sur l'utilisation des données pour voir comment les services numériques et de la donnée peuvent permettre justement d'analyser et de s'adapter et être utilisés dans le contexte de la lutte face au changement climatique. Donc je vais peut-être démarrer par vous présenter un petit peu le menu qui nous attend aujourd'hui. Donc nous aurons une petite mise en bouche avec une introduction sur le sujet pour vous présenter un petit peu notre entreprise, notre équipe et notre approche, et également une introduction un peu plus large sur les risques climatiques pour une mise en contexte global. Ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir un retour d'expérience avec le groupe Iliad, qui permettra d'avoir une illustration de ce que peut être une démarche risque et justement de l'utilisation de notre plateforme Éclair au sein de cette démarche-là. Enfin, de façon plus concrète, nous aurons une démonstration de la plateforme qui vous permettra de faire un tour d'horizon de l'ensemble des fonctionnalités et de ce que justement l'utilisation de la donnée permet en matière de gestion des risques climatiques. Et enfin, nous aurons quelques illustrations et exemples pour concrètement passer à l'action et voir comment mettre en œuvre son plan d'adaptation et réellement opérationnaliser, disons, cette stratégie jusqu'au niveau des sites. Je vais être accompagné, j'aurai le plaisir d'être accompagné par de nombreux intervenants. Donc, pour ma part, je suis Gauthier Faure, manager senior sur les risques climatiques et donc responsable des équipes de conseil sur ces thématiques-là au sein d'EcoAct Southern Europe. Je serai accompagné de Romain Lecrève, qui est Chief Sustainability Officer du groupe Iliad et qui donc partagera son expérience avec Bonjour. nous. Et également de Chloé et de Béatrice. Chloé étant Senior Solution Architect dans nos équipes de Schneider Electric Sustainability Business. Et Béatrice, qui est également consultante senior dans l'équipe de risque climatique. Voilà. Je vous propose donc de peut-être démarrer par la première partie avec cette mise en bouche, cette introduction sur les risques climatiques et avant tout de nous présenter, notre équipe. D'ailleurs, n'hésitez pas tout au long de la présentation de nous poser des questions à tout moment. Alors, pour rendre cette conversation, on va dire, un peu plus interactive, vous avez la possibilité d'utiliser les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas et on y répondra au fur et à mesure et à la fin de la présentation. Il y aura aussi un temps dédié aux questions-réponses. Donc, tout d'abord, petite présentation sur les risques climatiques et sur notre approche. Donc, nous sommes EcoAct, entreprise qui est active depuis plus d'une vingtaine d'années sur la lutte contre le changement climatique. Concrètement, nous accompagnons tous les types d'organisations dans leur transition, dans leur transformation durable, avec l'objectif de mettre l'humain, le climat surtout et la nature au cœur de leur stratégie. Nous avons 3 activités principales. La première qui est tournée vers le conseil. La seconde, on y viendra plus concrètement avec la démonstration d'Éclair sur les solutions numériques avec une équipe qui est dédiée et qui s'appelle Climate Data Analytics. Et la troisième qui est plutôt tournée vers la contribution carbone avec notre équipe de Nature and Technology Based Solutions. Nous faisons partie depuis novembre 2023 d'un nouveau groupe et nous avons le plaisir d'avoir été rattachés au groupe Schneider Electric et nous sommes pleinement rattachés au groupe et nous faisons partie du département Schneider Electric Sustainability. Donc rapidement maintenant sur l'équipe risque, donc ravi de faire partie de cette équipe et de travailler aux côtés d'experts de tous bords et vraiment dans une équipe qui est multidisciplinaire, pluridisciplinaire et internationale. Nous avons énormément de docteurs, de climatologues, d'économistes, de data scientists et d'ingénieurs, donc dans cette pluridisciplinarité. Et ce qui nous regroupe, c'est vraiment d'être engagés tous en faveur de l'adaptation face au changement climatique, qui est vraiment notre raison d'être et notre raison d'agir. Depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons conduit plus de 200 projets sur tous les secteurs et vraiment sur tous les continents, avec l'objectif à chaque fois de renforcer la résilience climatique des organisations dans l'optique de répondre à l'accord de Paris et de façonner un avenir durable. Notre approche, elle se veut vraiment, on va dire, une combinatoire à la fois de la science du climat, comme je le disais, qui vient de cette équipe de climatologues que nous avons, et également de la science des données que nous utilisons, et nous le verrons tout à l'heure, à travers nos solutions digitales.
Également, un de nos leitmotifs, c'est vraiment d'avoir une dimension systémique dans ce que nous faisons, puisque nous verrons qu'il y a énormément d'interactions à la fois entre la société, évidemment, la nature et le système climatique. Et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir une approche qui est intégrée et qui prend en compte non pas l'entreprise de façon isolée, mais bien dans un ensemble et dans l'interaction avec l'ensemble des parties prenantes en amont, en aval également de sa chaîne de valeur, et de pouvoir avoir une activité et une intervention qui va de la stratégie jusqu'à l'action, et ce, à toutes les échelles, que ce soit à un niveau international pour vraiment comprendre comment l'ensemble de ces risques peuvent intervenir à tous les niveaux, j'allais dire, sur tous les continents, et également jusqu'au niveau local, on verra tout à l'heure, jusqu'au niveau site où on peut avoir des actions très détaillées. Sur notre offre, là encore, on peut proposer énormément de choses pour accompagner les organisations dans leur transition, grâce à nos services de conseil, comme je le disais tout à l'heure, qui sont éclairés par, on le verra, l'innovation et la robustesse de nos solutions numériques, et donc là, on verra l'exemple de Eclair, qui est notre Climate Risk Platform. Nous avons d'autres solutions, notamment sur les risques climatiques, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais nous avons également un Carbon Energy Pricing Tool qui est plutôt sur le risque de transition pour évaluer l'impact de ces risques-là. Très rapidement, je pense qu'on peut passer à la suite. Je voulais vous parler un petit peu du problème qui est le nôtre aujourd'hui, qui est vraiment celui des risques climatiques et des risques liés à la nature. Comme je le disais, il est important d'avoir une démarche systémique puisqu'il y a des interactions qui sont très fortes entre nature, entreprise et société. Les entreprises et sociétés font vraiment partie d'un tout, font partie de la nature et ne l'utilisent pas. Elles font partie intégrante de cette nature-là et dépendent complètement des services qui lui sont prodigués de façon gratuite depuis nombre d'années. Et donc, ces services qui sont utilisés par les entreprises et par nos sociétés. On peut parler notamment de plusieurs types de services. Il peut y avoir des services d'approvisionnement tels que l'alimentation, de régulation tels que le climat, qui est un service de régulation, de soutien avec la photosynthèse, ou alors des services plus culturels comme la loisir, par exemple, ou alors des activités plus spirituelles. En tout cas, nos économies, nos sociétés font vraiment partie intégrante et dépendent pleinement de la nature, et à leur tour ont un impact, et c'est bien cela qu'on voit depuis plusieurs années, un impact grandissant sur la nature à leur tour, ce qui évidemment pose un problème assez fort de boucle de rétroaction négative, puisque cette nature dont nous dépendons se détériore et les services économiques qui vont avec à l'échelle mondiale. On voit ici la notion de limite planétaire qui représente vraiment, donc ça c'est fait par le Stockholm Resilience Center, qui présente les seuils qui sont de sécurité finalement pour notre humanité et qu'il ne faut pas dépasser. On voit qu'il y en a 6 sur 9 qui ont déjà été à risque ou dépassés sur les seuils, ce qui évidemment cause, et c'est ce qu'on voit sur la droite, des risques de plus en plus forts et des risques environnementaux à moyen et à moyen terme. Donc on voit ici une enquête qui est faite sur la perception du risque, qui est assez connue, du World Economic Forum, et vous avez en vert tous les risques qui sont liés aux risques environnementaux. On voit qu'ils occupent une bonne place dans la plupart de ces risques jusqu'à horizon 2025. De manière un peu plus précise ensuite, sur la page suivante, on peut voir ces types de risques qu'on peut avoir. Donc, vous connaissez certainement ces catégories de risques qui ont été définies par la TCFD et la TNFD. Aujourd'hui, on va s'intéresser non pas aux risques de transition, mais bien aux risques climatiques uniquement et aux risques climatiques physiques. Ces risques climatiques physiques, on le verra, ils peuvent être tendanciels, donc issus de changements tendanciels plus chroniques, ou alors extrêmes, issus on va dire, d'événements qui sont plus circonscrits dans le temps et plus impactants et plus forts. Et en tout cas, ce qu'on voit aussi sur la partie gauche, c'est vraiment une matérialisation de ces risques qui vont aller jusqu'à avoir un impact financier sur tous les états financiers et comptables de l'entreprise, que ce soit le compte de résultat, le tableau de trésorerie et le bilan comptable, d'où l'importance de bien prendre en compte ces risques-là dans une démarche globale qui va de la stratégie jusqu'à l'action, comme on le verra ensemble. Sur ces risques-là, pour les mettre un peu plus de façon concrète, on a fait un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé, notamment en Europe sur l'année 2024. Et vous pouvez voir ici qu'on va parler de records qui ont été dépassés. Malheureusement, je ne parlerai pas de records en 2024 olympiques, mais bien de records climatiques. Et on voit sur la partie gauche qu'il y a énormément de vies d'ailleurs qui ont été en jeu, avec plus de 300 décès en Europe sur la simple année 2024. Plus de 18 milliards d'euros de dommages qui ont été encourus. Et vous voyez aussi 400 000 personnes qui ont été touchées, affectées par des tempêtes, des inondations, et 40 000 par des feux de forêt. Plus concrètement, si on se concentre sur
on va dire, sur les principaux aléas climatiques qui nous ont touchés. Sur la température, on voit dans le monde que la tendance est comme toujours à la hausse, avec en 2024, ça y est, le seuil des 1,5 degrés qui a été atteint. L'année 2024 ayant été la plus chaude jamais enregistrée, ce qui s'est également vérifié sur, évidemment, le continent européen. Les inondations, vous en avez entendu beaucoup parler. Là encore, on a battu un record avec 30% du réseau fluvial qui a dépassé un seuil élevé, ce qui est le plus fort pourcentage depuis 2013, et avec des événements très forts. En France, on se souvient des inondations, notamment du Gier, qui ont touché Givors, et également en Espagne, en octobre à novembre, avec vraiment la catastrophe qui a touché la région de Valence, faisant plus de 230 morts et causant des dégâts à hauteur de plus de 17 milliards de dollars. Les feux de forêt également ne sont pas en reste, avec une superficie qui a été brûlée de 400 000 hectares, donc ce qui correspond environ à 40 fois Paris, ce qui est assez énorme. Et un quart de cette surface-là qui a été brûlée en une semaine seulement au Portugal. Donc ces risques-là, effectivement, ils sont de plus en plus prégnants, de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, et ils se matérialisent d'ores et déjà, comme on le voit, suscitant des impacts financiers majeurs pour les entreprises. C'est ce qu'on voit avec ces résultats qui sont tirés, là encore, d'une étude qui a été réalisé par de nombreux prestataires, notamment Swiss Re, Oxford Economics Capital IQ et BCG. Et on voit ici que l'impact en matière d'EBITDA, c'est-à-dire sur les résultats des entreprises, peut être assez élevé d'ici 2050. On parle de 20 à 25% pour les secteurs les plus exposés, comme par exemple le secteur de la construction, et on voit effectivement qu'il y a une diversité en fonction des secteurs et des zones géographiques, mais des impacts qui peuvent être assez matériels puisqu'ils vont endommager une bonne partie et mettre à risque en tout cas une bonne partie des résultats et des opérations des entreprises concernées. Évidemment, avec une différence entre un fort scénario d'émission qui était à 3 degrés, qui est un scénario tendanciel si on ne change rien, et un scénario de 2 degrés. Ce qui est intéressant sur ce slide-là qu'on voit à présent, c'est vraiment la différence qu'il peut y avoir. On parlait tout à l'heure de perception du risque. On voit ici avec les barres qui apparaissent, qui sont justement ce qu'on voyait tout à l'heure, qui est issu de l'analyse un petit peu, on va dire, de littérature, d'expertise. Et on voit qu'on a des niveaux qui sont plutôt, comme on le disait tout à l'heure, à hauteur de 10-20% de l'EBITDA. Et une forte différence avec la perception qui est ici avec les barres rouges qui sont en dessous. Et en bleu pour la médiane. Et on voit qu'on a des médianes, ça c'est issu des données du CDP, donc du reporting qui est fait par les entreprises qui traduit finalement leur perception de ce risque-là. Et eux, ces entreprises-là, dans la majeure partie des secteurs, voient plutôt un impact de l'EBITDA autour de 2, 3%, 6% ou plus, ce qui est bien inférieur aux chiffres qu'on a vus précédemment. Ce qui montre aussi qu'on a effectivement une appréhension de ce risque de plus en plus mesurée par les entreprises, mais peut-être encore considérée comme trop marginale et de façon peut-être pas assez intégrée et peut-être encore de façon un petit peu isolée. Très rapidement maintenant sur notre vision du risque chez EcoAct. Donc on a, ça c'est issu évidemment de la meilleure littérature sur le sujet, on différencie plusieurs composants du risque, avec notamment une partie qui est liée à l'exposition, qui vient définir caractériser un petit peu ces aléas et facteurs de risque, et comment l'entreprise peut être exposée à ces aléas en fonction notamment de sa répartition géographique et sectorielle. Et donc, nous, on vient définir ensuite, en fonction de différents scénarios, une probabilité d'occurrence de ce risque-là. Et enfin, face à ce risque et à cette exposition, quelle est la vulnérabilité ? Donc, quel est l'enjeu qu'il peut y avoir sur ces risques-là avec la criticité, la sensibilité intrinsèque de chaque site et actif par rapport à l'aléa et au risque considéré, et enfin, quelle est la capacité d'adaptation qui a été prise sur ce risque-là. L'étude de tout cela nous donnant des pistes pour évidemment construire un plan et co-construire un plan d'adaptation, ce qui intervient dans une démarche itérative, et c'est vraiment quelque chose qui est important. L'important, ce n'est pas d'être sur quelque chose de linéaire, mais bien de répéter cette analyse au fur et à mesure pour voir l'évolution du risque au fur et à mesure des actions qu'on peut prendre, la comparaison entre risque brut avant action et risque net après action d'adaptation, et également la comparaison, j'allais dire, constante entre le coût de l'action et le coût de l'inaction. Peut-être plus précisément sur EcoAct, sur notre accompagnement, en tout cas la manière dont nous voyons les choses pour conduire un projet et accompagner nos clients sur la stratégie de gestion des risques climatiques. Ça intervient toujours, et c'est très important, par une phase préparatoire de cadrage dans laquelle il faut bien comprendre les éléments dimensionnants et clés du projet, que ce soit le périmètre, les bornes temporelles, les scénarios. Souvent aussi avoir une phase de sensibilisation des parties prenantes pour que tout le monde comprenne bien les enjeux auxquels ils vont faire face, et effectivement une phase de collecte des données qui seront utilisées dans le cadre de l'analyse.
On commence ensuite sur une analyse de l'exposition, c'est ce qui vient en premier, et ça, on le fait au moyen de scénarios climatiques. C'est une analyse par scénario qui est vraiment en ligne avec les recommandations, notamment de la TCFD ou de la CSRD. On le verra tout à l'heure, EcoAct couvre les 28 aléas, notamment de la taxonomie européenne. Et viennent ensuite d'autres analyses qui font face à qui feront plutôt état qui viendront caractériser quel est le niveau de vulnérabilité justement de l'entreprise et de ses sites, avant de venir quantifier financièrement quels seront les impacts. Et donc là, on vient voir quel est le coût potentiel et je vais dire de l'inaction auquel on s'expose. Et enfin, comme je le disais, l'idée in fine est bien sûr de préparer l'action et d'avoir un plan d'adaptation. Toutes ces phases-là étant soutenues, nous le verrons ensemble tout à l'heure, par notre plateforme Éclair. Voilà un petit peu pour cette mise en bouche. Je pense que maintenant, on peut passer au retour d'expérience pour que vous ayez peut-être un témoignage un peu plus précis de ce que peut être un projet de ce type-là et de comment il s'inscrit dans une stratégie plus globale de risque climatique. Et donc, nous aurons l'intervention et le témoignage de Romain pour le groupe Iliad. Avant peut-être de passer à ce témoignage-là, je voulais mettre une petite mise en perspective sur le secteur des télécommunications, qui est un secteur qui est très exposé, qui est à risque. On voit ici les résultats d'un rapport qui a été fait pour le World Economic Forum avec Standard & Poor's et Accenture. Ce qu'on voit ici, c'est que selon ce rapport, les télécommunications sont l'un des secteurs qui est le plus à risque pour les risques climatiques physiques. Et donc, on pourrait avoir une dépréciation des actifs fixes, des immobilisations qui seraient à hauteur de, vous voyez, 560 millions d'euros pour une entreprise moyenne d'ici 2035 et jusqu'à quasiment 1 milliard d'ici 2050, avec une différence, bien sûr, en fonction du scénario considéré. Et donc, on parlait tout à l'heure d'impact sur le résultat d'exploitation et sur les l'EBITDA. Vous voyez qu'ici, on le place entre 20% pour 2035 et jusqu'à plus de 30% en 2050. Pourquoi? Parce que les actifs et les immobilisations sont particulièrement sensibles, notamment à la chaleur et au stress hydrique. On peut avoir une sensibilité, notamment des centres de données, des infrastructures de réseau à la chaleur, avec des problèmes potentiels de surchauffe, de défaillance d'équipement, ce qui peut donner lieu notamment à des hausses de coûts de consommation. Et évidemment, une dépendance qui est forte à l'eau, notamment pour tous les systèmes de refroidissement sur les centres de données. Donc des conséquences, si on ne fait rien, qui pourront être sur un prix plus élevé pour le consommateur et des risques de perturbation du service pour le consommateur final. Quelques mesures, et on y reviendra aussi. Évidemment, l'intérêt d'avoir des équipements qui soient de plus en plus résistants à la chaleur va être prégnant. Et évidemment, des technologies de refroidissement de plus en plus performantes et si possible en intégrant une gestion durable de la ressource rare et importante qui est l'eau dans cette stratégie-là. Passons maintenant au témoignage que va nous faire Romain. Donc peut-être Romain, si c'est possible de se présenter, de présenter le groupe. Et merci d'ailleurs de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Petite présentation d'abord de votre groupe et du groupe Iliad, si c'est possible pour démarrer. Donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité, Gauthier. Donc moi je suis le responsable de la RSE du groupe Iliad. Donc le groupe Iliad, on le connaît plus en France, tout à fait honnêtement, sous le nom de Free. Donc on est un des quatre gros opérateurs de téléphonie de la France et on a des activités essentiellement en France, en Italie et en Pologne, avec d'autres pays un petit peu satellites à côté, l'Irlande, la Suède, voilà. Donc on a des participations un peu partout. Vous m'entendez tous, hein? Ouais, super. Donc voilà, on est en premier lieu un groupe de téléphonie avec un gros focus sur la téléphonie. Et on a des activités annexes, et notamment tout ce qui est lié au serveur, au cloud computing, aux services de B2B. Et notamment, on a la première puissance de calcul intégrée d'intelligence artificielle en Europe depuis l'année dernière, avec un investissement très conséquent dans des puces NVIDIA. Voilà. On couvre à peu près 60 millions d'abonnés en Europe. Bon, je vous laisse lire les chiffres. Voilà, on est dans le top 5 des opérateurs télécoms européens, avec une volonté de croître rapidement et de s'imposer, voilà, dans les top 3 dans les prochaines années. Euh,
Merci Romain pour cette mise en bouche. Je pense que c'était très utile à tout le monde d'avoir ce rappel-là. Est-ce qu'on aimerait en savoir un peu plus sur la stratégie risque des risques climatiques que vous mettez en place au sein d'Iliad? Est-ce que ce serait possible de nous en dire un peu plus à ce sujet-là? On a vu ce que nous on recommandait et qu'on préconisait au niveau des coacs, mais voilà, on aimerait savoir comment ça se passe pour vous au sein du groupe. Donc nous, sur la partie risque, alors bon, je pense qu'il faut absolument qu'on parle de CSRD à ce moment-là de la discussion. Nous, on avait déjà une stratégie de risque ESG qui était déjà intégrée avec la stratégie globale, avec des sujets qui sont très larges sur la partie ESG, parce qu'on parle vraiment de choses qui vont purement des risques physiques environnementaux jusqu'aux risques liés à la donnée et à la cybersécurité. Donc on a une très large palette sur la partie ESG, avec un existant qui était déjà là et qui n'était pas nécessairement très fouillé, ni voilà, on avait une couverture raisonnée entre guillemets de nos risques. On a profité de la CSRD et entre guillemets de cette normalisation du suivi des risques pour les prochaines années pour se lancer dans cette analyse, donc analyse des risques environnementaux principalement dans un premier temps, à travers le prisme de la CSRD. Donc, utiliser la décomposition de l'analyse et faire en sorte de la porter sur plusieurs années. Euh, on s'est d'abord intéressé aux risques climatiques et je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Enfin, je n'entrerai pas dans les autres risques sociaux et de gouvernance, en se focalisant sur les deux principaux risques, les risques de transition, donc qui sont des risques liés au changement d'environnement concurrentiel, légal, voilà, la partie entre guillemets qui accompagne les sociétés sur la transition vers un monde beaucoup plus chaud, et sur sur les risques physiques liés au changement climatique. Voilà. Donc nous, on s'est intéressé avec EcoAct à analyser et à répondre sur ces deux domaines. Bon, il faut savoir qu'on travaille depuis relativement longtemps avec EcoAct, puisque EcoAct a notamment participé à l'époque à la construction du bilan carbone du groupe, avec une expertise sur certaines thématiques particulières, que la connaissance du secteur était assez bonne et que la capacité technique, entre guillemets, de la plateforme Éclair a été aussi décisive dans le choix de mener cette analyse de cette façon-là. Voilà. Peut-être Romain, merci pour ça. Est-ce qu'on pourrait s'appesantir un peu plus sur le projet qui est mené et sur l'utilisation justement de la plateforme Éclair dont on verra une petite démonstration par la suite? Comment ça Voilà. vous aide dans la stratégie qu'on a évoquée là? Bon, alors du coup, si j'exclus un peu la partie analyse des risques de transition, la plateforme est claire. Donc, c'est essentiellement utilisé pour nous sur l'analyse des risques physiques. Mais pour peut-être expliquer un petit peu, je pense qu'il faut j'explique le business model. Donc, nous, on a un nombre d'actifs très grand et très varié. Donc, on a bien évidemment les choses que vous connaissez facilement, les boutiques, des bureaux d'exploitation, voilà. Et ensuite, on exploite des infrastructures horizontales, donc des câbles, voilà, des backbones, des réseaux, des infrastructures de réseau, et des architectures verticales, qui sont essentiellement nos towerco, nos tours de télécommunications sur lesquels vous avez des antennes et les antennes qui sont situées dans les villes. Evelyn-là. L'idée, ça a été d'utiliser l'ensemble des coordonnées géographiques de la plateforme, enfin pardon, du groupe Iliad, et de le faire analyser au prisme alors je me souviens plus exactement, mais c'est à peu près une trentaine de risques climatiques à court, moyen et long terme, et de voir comment est-ce que ces risques étaient modélisés et évoluait au fur et à mesure du temps dans cette plateforme Éclair. Alors bien évidemment, on a des dizaines de milliers de sites, hein. Vous doutez bien que le nombre d'antennes en France, Italie, Pologne est conséquent. L'idée, c'est d'abord de faire des analyses entre guillemets macro, c'est-à-dire de voir quels sont les endroits les plus touchés par les types de risques, bien évidemment qu'on a évalué avec Éclair, et ensuite d'évaluer la sensibilité au risque, la vulnérabilité au risque de ces infrastructures-là. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tout n'est pas si évident à premier abord. On pourrait très bien se dire, bon, bah, nous, nos antennes,
elles sont par exemple pas sensibles réellement à la montée des eaux ou alors aux événements d'inondation, voilà, parce que nos antennes sont en hauteur et que. Mais en fait, on se rend compte que nos antennes, elles sont souvent dépendantes de la fourniture en électricité. Et donc, quand un endroit est inondé, eh bien, on n'a plus d'électricité. Donc, du coup, nos antennes s'arrêtent. Et souvent, nos équipements actifs se trouvent aussi en pied d'antenne. Et donc, ça nous permet d'évaluer les endroits où il faut sans doute qu'on investisse plus à l'avenir dans l'adaptation au changement climatique et les évaluer dans un premier temps, parce que je pense qu'on est, comme beaucoup de grandes entreprises, dans une première phase d'évaluation, dans un premier temps de façon un peu macro et de façon un peu large. Même si beaucoup de choses ont déjà été faites, hein, bien évidemment, quand les ingénieurs structure et les ingénieurs réseau construisent les sites, il y a beaucoup d'études qui sont faites, mais ça permet de les mettre sur un horizon temporel qui est sans doute plus long et qui est l'horizon temporel d'analyse du changement climatique. Ah, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc c'est vrai qu'on comprend que c'est une première analyse et un premier exercice finalement qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'exposition et de la sensibilité au risque des sites. Quelles seraient les prochaines étapes, j'allais dire, dans la démarche de risque climatique? Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez après cette étude? Alors, dans les étapes, donc là, bon, déjà, le gros soulagement, c'est qu'on n'a pas identifié de risque extrêmement majeur, ni de ce qu'on appelle des stranded assets, c'est-à-dire des actifs qui deviendraient inutilisables à cause du changement climatique. Donc ça, c'était quand même la bonne nouvelle de l'analyse. Euh, et l'idée, c'est de se dire, voilà, bon, maintenant, on a des risques bruts sur ces actifs. Comment est-ce que ça va nous impacter financièrement et comment est-ce qu'on va s'adapter au changement climatique. Et donc, du coup, ça permet de ensuite pouvoir analyser ça pour réellement orienter les investissements vers les actions les plus efficaces et couvrir les actifs les plus sensibles au risque climatique. C'est tout l'enjeu, je pense, de la CSRD, c'est que les personnes, enfin les entreprises commencent à s'intéresser à la vulnérabilité de leurs actifs et puissent d'ores et déjà commencer à implémenter des plans d'investissement et des plans d'adaptation de la façon la plus intelligente possible. C'est-à-dire que, enfin, on ne pourra pas s'adapter au. Enfin, je pense que vous avez tous vu aujourd'hui, hein, mais on s'oriente de plus en plus vers le plus 4 degrés et le 1,5 degré n'est plus du tout tenable. On sait que dans 25 ans, le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'aura plus rien du tout à voir, n'aura plus rien du tout, pardon, n'aura plus rien du tout à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, du coup, ça nous permet, nous, de nous positionner, de réfléchir et puis sans doute de faire des choix intelligents. Mm. Merci beaucoup Romain pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y aurait un mot de conclusion ou un mot de la fin? Je pense que le plus important, c'est de se lancer entre guillemets et de le faire avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les parties prenantes internes. Enfin, nous, on a beaucoup d'ingénieurs réseau, on a beaucoup voilà, des gens très compétents qui construisent des infrastructures et qui sont bien évidemment des utilisateurs de ces données-là. Les modèles climatiques aujourd'hui, c'est pas des modèles qui sont facilement appréhensibles. Enfin, c'est compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de modèles qui se basent sur des modèles scientifiques globaux, entre guillemets mondiaux. Il y a des micro-modèles locaux. Donc, c'est des choses qui sont pas nécessairement faciles à comprendre et pas nécessairement dans les usages d'analyse. On se base beaucoup sur l'historique et là, en l'occurrence, on ne va pas vers l'historique, on fait de la projection de réchauffement. Donc, c'est une nouvelle dynamique et c'est une nouvelle façon de penser à mettre en œuvre et à installer dans l'entreprise. Mais c'est aussi les parties prenantes externes, c'est-à-dire que l'adaptation, avec la bonne volonté du monde, les entreprises ne réussiront pas seules et on va devoir se baser sur les régions, sur les communautés locales, sur toute entre guillemets, ça va être très multiscalaire, quoi. Il va falloir qu'on se base sur l'ensemble des infrastructures sur lesquelles les entreprises peuvent s'appuyer, pardon. Et pour ça, on a besoin de données, on a besoin d'objectiver ces sujets-là. Merci encore Romain pour ce retour d'expérience et ce témoignage fort utile. Je propose qu'on reste ensemble au cas où il y ait des questions qui arrivent, des questions-réponses auxquelles on pourra Oui, vous répondre. n'hésitez pas. Oui, oui, je suis là. Je me mets juste en mute.
Très bien, n'hésitez pas dans les participants à nous faire part de questions que vous auriez pour Romain et on pourra évidemment y répondre dans la partie dédiée. Après ce retour d'expérience, je pense qu'il est temps de voir vraiment cette plateforme Éclair dont on vous parle depuis quelques minutes, ses fonctionnalités, ses nouvelles fonctionnalités. Et donc, je vais laisser la parole à Béatrice qui va pouvoir faire une démonstration de l'outil. Et donc, vous pourrez voir ça en live. Merci Gauthier. Donc, notre plateforme Éclair, elle est basée sur plus de 200 projets liés au changement climatique, liés au risque climatique, et sur l'expertise de climatologues et de plusieurs consultants spécialisés. Et elle vous permet de piloter l'analyse de risque soit à l'échelle d'un site ou à l'échelle d'un portfolio. Donc, commençons d'abord par l'échelle site. Donc, il y a une option qui s'appelle Fast Track où on collecte que la donnée coordonnée GPS du site. On sélectionne une typologie de site, l'horizon temporel qu'on souhaite analyser et le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, donc plutôt transition ou plutôt business as usual. On clique en télécharger et après quelques secondes, il y a la fiche site qui se télécharge. Donc tout d'abord, on a la vision satellite du site. On peut déjà voir si le site il est entouré de végétation, si il y a une rivière qui passe à côté. Et on a une première photo de l'exposition de ces sites. Donc ici, vous avez le 28 aléas climatiques définis par la taxonomie européenne. Et le code couleur vous montre l'échelle d'exposition, donc les scores d'exposition de ces sites à chaque aléa. Donc on voit directement qu'il y a un problème lié aux tornades. Il est fortement exposé aux tornades. C'est une fiche site de 12 pages qui consolide du coup les résultats par typologie d'aléas. Donc d'abord les aléas température et pour les trois horizons temporels disponibles et les deux scénarios de émissions de gaz à effet de serre. Et on a aussi une notion qualitative d'urgence à agir face à ces aléas. Ce que la fiche produit aussi, ce sont les impacts potentiels liés à ces aléas climatiques pour le site et des recommandations d'action d'adaptation spécifiques à la typologie du site. Donc, si c'est un data center ou si c'est un bureau, ce ne sera pas la même liste d'actions d'adaptation qui s'affiche. On a la même chose pour les autres typologies d'aléas, donc ceux liés au vent, ceux liés à l'eau, ceux liés aux masses solides. Et on a aussi tous les résultats quantitatifs de l'analyse, donc tous les indicateurs climatiques. Il y a plus de 40 indicateurs climatiques et une dizaine d'indicateurs liés à la biodiversité qui sont analysés. Et à la toute fin, on a aussi un glossaire avec les définitions, les horizons temporels, les scénarios climatiques qu'on utilise, les définitions de chaque indicateur. Voilà pour la fiche site. On peut aussi analyser un portfolio avec la plateforme. Donc, je vais sélectionner plutôt un portfolio global. Et dans la vision overview, la première chose qu'on voit, c'est un score de risque global du portfolio avant et après action d'adaptation. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais je voulais juste vous montrer ce qui est derrière ce score de risque. Donc, d'abord, on a un score d'exposition associé à chaque aléa, à chaque site. La sensibilité de chaque site à chaque aléa et au sous-système aussi du site. La criticité de ces sites et de tout site dans le portefeuille. Et la capacité d'adaptation de ces sites. Et on voit directement que parmi les aléas qu'on analyse, les plus préoccupants sont le feu de forêt, les inondations et les vents extrêmes. Donc il y a 67 sites qui sont extrêmement exposés aux feux de forêt, 54 aux inondations et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça donne sur un point de vue géographique? Donc vous avez ici la carte avec l'ensemble des sites analysés. Donc, je peux choisir une famille d'aléas. Donc, je vais prendre les inondations et l'indicateur, enfin, l'aléa inondation. Et je peux voir directement par site quel est mon score de risque. Donc, je vais prendre un qui a un score élevé, 68, son score d'exposition à cet aléa, la criticité de ces sites et la sensibilité du site par rapport à cette inondation. On peut toujours changer de scénario d'émission, d'horizon temporel. Et s'il y a trop d'informations, je peux aussi sélectionner que les 60, les sites qui ont un score de risque plus élevé que 75, par exemple, ou les 10% des sites les plus exposés. Si la vision carte, vous préférez avoir une vision sur un tableau, c'est aussi possible. Euh, donc ici, vous avez l'ensemble des sites analysés. On peut les classer par revenus associés, par valeur d'actifs. Et
pour chaque site, on a une fiche d'information de diagnostic. Donc, quel est le score de risque pour chaque aléa? Quelles sont les actions d'adaptation recommandées pour ce site? Donc, un score initial de risque est associé et à chaque fois, on a des gains, enfin des réductions du risque à chaque action d'adaptation et un score final de risque. Donc, il y a une liste de 10 actions prioritaires et on a aussi une vision d'impact financier. Mais ça, c'est peut-être plus utile de le voir au niveau du portefeuille. Donc, je vous montrerai l'autre onglet où ici, sur l'horizon donc, de référence, on a le compte des résultats de l'entreprise, donc ses revenus, ses coûts, ses amortissements. Et quand on analyse le futur, là, on aura l'impact du changement climatique sur soit la dépréciation des actifs ou sur l'activité économique, donc une hausse de coûts ou une perte de revenus liée à l'interruption de l'activité. Donc, par exemple, pour la chaleur, on calcule la hausse de besoins en climatisation, donc le coût associé à cette hausse, et la perte de productivité liée aux vagues de chaleur, donc pour les employés qui travaillent notamment dehors. On a ces résultats pour les sécheresses, les inondations, les vents et la chaleur. Et on ajoutera aussi les incendies de forêt bientôt. Sur la page adaptation, donc c'est ici où vous avez pour le portefeuille les 10 actions prioritaires à mettre en œuvre pour augmenter la résilience du portefeuille. Donc c'est une priorisation qui est automatique, basée sur notre algorithme d'optimisation et aussi notre expertise sur l'efficacité de ces actions. On estime également par action les coûts de mise en œuvre et les aléas sur lesquels cette action agisse et aussi les systèmes du site sur lesquels elles agissent. Si je reviens sur ma page initiale, donc Eclair est capable de calculer ses scores de risque de manière automatisée. Mais si vous souhaitez approfondir les analyses, il y a aussi des possibilités de le faire tant pour l'exposition comme pour la vulnérabilité. Donc, je vais d'abord commencer par l'exposition. Ici, vous avez encore une fois la vision carte pour l'ensemble des indicateurs climatiques qu'on a à disposition. Donc, je peux choisir la famille d'indicateurs si je veux plutôt faire une analyse liée à la taxonomie ou aux indicateurs du GIEC. Je vais garder les mêmes indicateurs qu'on a utilisés tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais aller plus loin. Je veux savoir quelle est la hauteur d'une inondation, d'une crue centennale pour un site. Donc, encore une fois, là, je vois que ce site a un score de 100. Je peux modifier pour les valeurs. Quelle est cette hauteur? Donc, je vois que c'est une hauteur de 1,11 mètres pour ce site à horizon 2030. Je peux toujours les modifier. Mais je peux aussi analyser quelle est la variation de cette valeur par rapport à la période de référence. Donc, je vois ici qu'il y a 6 cm de plus dans le futur. Si je prends un autre exemple, les précipitations, je ne le vois pas, pardon, c'est parce que c'est en absolu. Et que je prends... Où sont les précipitations? Je ne le vois plus. Bon, voilà, enfin, je vous ai donné un exemple. Je pense qu'on peut passer à la vulnérabilité pour que je ne prenne pas trop de temps. Sur la vision vulnérabilité, encore une fois, on a un aspect carte des sites les plus vulnérables. Donc, encore une fois, c'est un score automatique qui est calculé. Ici, je peux filtrer par famille d'aléas, par aléas spécifiques ou par typologie de site si je veux voir que les bureaux, que les sites industriels, les data centers, etc. Encore une fois, je peux analyser que le 10% de sites qui ont une vulnérabilité très forte, mais je vais plutôt prendre les 10%. Donc, une fois que je clique sur la vulnérabilité, ce que je vois ici, c'est donc les scores de sensibilité associés à chaque sous-système du site qu'on a défini. Donc, les assets mobiles, les assets fixes, les assets verts, l'équipement, les déchets, les transports, les matières premières, les produits, les personnes ou les réseaux. Donc, si je veux approfondir cette analyse, je peux analyser par exemple les cyclones. Je vois directement que les personnes sont très sensibles à cet aléa climatique. Mais si je sais que pour ces sites-là, ils ont mis des actions d'adaptation en place pour réduire la vulnérabilité des personnes face à cet aléa, parce qu'ils ont mis un système d'alerte précoce ou parce qu'ils
ils ont dit que les personnes préconisent de rester chez eux. Là, je peux réduire cette sensibilité pour ce système et ça recalculera tous les scores de risque associés. Euh, donc voilà une vision d'ensemble de la plateforme. On a encore des développements qui sont en cours, notamment toute une partie sur l'adaptation, où on pourra modifier les actions d'adaptation qui sont proposées automatiquement, écarter celles qui sont déjà mises en place ou celles non réalisables. Donc voilà, c'est une plateforme qui est toujours vivante, qui a encore des choses à venir. Elle vous propose de passer de l'ambition à l'action, de transformer votre analyse de risque dans des résultats concrets, mais c'est qu'un début. Et grâce à l'écosystème Schneider et l'expertise d'EcoAct, on peut aller encore plus loin vers des solutions concrètes et plus impactantes. Donc je passe la parole à Chloé pour vous en dire plus. Merci beaucoup, Béatrice. Et merci aussi pour les explications sur la valeur ajoutée de la plateforme Éclair. Donc, je m'appelle Chloé Germain, comme l'a évoqué Gauthier. Je fais partie des équipes de Schneider Electric en tant que solution architecte. Mon rôle, c'est justement de faire le lien entre toutes nos expertises internes pour créer de la valeur à travers en différentes synergies entre nos équipes. On voulait conclure ce webinaire en vous donnant l'impulsion de passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on doit faire et qui est une question stratégique, mais il y a aussi la question de comment est-ce qu'on le fait. Est-ce que Gauthier, tu me confirmes qu'on m'entend bien? Ok, parfait. Et donc, c'est vrai, on l'a vu avec les présentations de Gauthier et de Béatrice, qu'on vous accompagne sur la stratégie pour couvrir une vision globale, mais on est également un acteur qui peut agir en local, à l'échelle de vos sites, pour vous soutenir dans la mise en œuvre de votre plan d'adaptation. Donc, je pense que tu peux cliquer. Donc, pour rappel, Béatrice vous l'a montré, la plateforme Éclair a la capacité de générer des fichiers sur lesquels on peut capitaliser pour prioriser vos actions d'adaptation en fonction soit de la localisation de votre site, soit de sa spécificité d'activité. Comme on peut le voir sur la slide, demain, votre site va être exposé à différents aléas climatiques. On vous en a remis quelques exemples. On voit par exemple pénurie d'électricité, usure accélérée des actifs opérationnels, besoin en énergie imprévisible. Et donc, Schneider a la capacité, grâce à tout son maillage d'expertise technique, de vous aider à rendre vos sites plus résilients. Donc, tu peux cliquer, soit par des solutions techniques, par les produits fabriqués par Schneider, soit par des solutions digitales pour mesurer et optimiser, soit par une expertise terrain et humaine. Je vais commencer par la partie solutions techniques. Donc, comme on l'a vu, comme l'a évoqué Gauthier et aussi Romain, un des enjeux principaux, ça va être l'accès à l'énergie. Demain, le réseau sera plus aussi continu, ni de qualité constante. Il y aura des risques de coupure de courant, de pénurie d'électricité, dû à des dommages sur le réseau, provoqués par exemple, l'exemple que prenait Romain, c'était les inondations. Vous avez aussi les glissements de terrain. Et c'est des événements, comme l'a présenté Gauthier, qui sont de plus en plus récents et de plus en plus accélérés. Ces interruptions peuvent compromettre certains systèmes vitaux de vos sites. Schneider conçoit et fabrique des produits qui peuvent vous aider à avoir un approvisionnement en énergie continu et stable sur votre site, malgré un réseau instable ou interrompu. Et donc, ça va passer notamment par des systèmes de stockage d'énergie par batterie que l'on confectionne et fabrique, des UPS, donc Uninterrupted Power Supply. Donc, on produit des onduleurs qui garantissent une alimentation de secours fiable et ininterrompue pour protéger justement vos systèmes en cas d'interruption. Schneider produit également des solutions d'infrastructure, comme des systèmes de refroidissement qui vont intégrer des groupes froids ou des climatiseurs, permettant ainsi à vos sites de répondre à un besoin de fiabilité thermique quand on fait face, par exemple, votre site fait face à la hausse des températures. Et donc, ces systèmes de groupe froid et climatiseurs ont d'ailleurs été conçus pour réduire la consommation en eau au moment de son utilisation, de façon à aussi répondre à l'enjeu de disponibilité de l'eau et à la restriction de son usage. On fabrique également des produits de mesure, donc comme des compteurs d'énergie, qui permettent de collecter des informations en temps réel sur le site. Donc, ça nous permet d'analyser, par exemple, la qualité d'un réseau, agir en conséquence si on observe qu'il a été endommagé ou qu'il y a une interruption qui va avoir lieu. Et donc, tous ces systèmes de mesure peuvent être connectés à des solutions digitales qui permettent de mesurer, d'optimiser vos consommations et aussi suivre la qualité du réseau, comme je vous l'ai évoqué. Ce qui mène donc aux solutions digitales qui, comme je l'ai évoqué, permettent de mieux comprendre
où sont logées vos consommations, qu'elles soient en énergie, en eau ou en ressources, et ce, en temps réel sur vos sites, de façon à ce que vous puissiez observer quels sont les axes d'optimisation. Parce que plus vous baissez votre dépendance aux ressources, plus vous augmentez votre résilience. Et donc, ces solutions, elles vont vous permettre d'analyser, par exemple, de la performance énergétique. On a aussi des solutions de gestion de l'énergie, de gestion intelligente de l'eau. On va également avoir des solutions de gestion d'approvisionnement en énergie pour détecter, par exemple, des anomalies réseau ou réduire les risques aussi d'interruption qui peuvent mettre en danger vos systèmes. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, mais on va prendre les questions à la fin. Pour finir, on couple ces solutions digitales avec notre expertise conseil terrain. On va retrouver dans nos équipes notamment des experts énergéticiens, des experts en distribution électrique, en circularité, en gestion de l'eau, et également des experts en gestion des déchets. Tous ces experts vont venir sur vos sites réaliser des audits et des analyses pour pouvoir justement identifier des axes d'optimisation afin d'être moins dépendant à la consommation de ces ressources qui vont devenir de plus en plus rares. Et ainsi, réduire votre vulnérabilité et augmenter la résilience du site. On va retrouver aussi des experts process dans nos équipes qui sont capables de repenser tous vos process spécifiquement au site pour qu'ils soient plus adaptés au monde de demain. Schneider a également la capacité de vous aider à la conception et à la mise en œuvre de microgrids, qui sont donc des réseaux électriques autonomes, qui vous permettent de produire et de stocker localement sur votre site de l'énergie. Ça permet ainsi d'être moins dépendant au réseau central si par exemple il y a une coupure d'électricité. Et donc, on a la capacité de les concevoir, de les déployer sur vos sites. Et donc, ces différents microgrids vont intégrer différentes sources d'énergie appelées DER, comme des panneaux solaires, d'autres énergies renouvelables ou les batteries de stockage que je vous évoquais tout à l'heure. Ensuite, on a tous nos services liés à l'accès à l'énergie. Romain l'a évoqué, l'accès à l'énergie, ça va être vraiment un enjeu pour de nombreux secteurs. Et nos équipes ont la capacité d'évaluer la capacité d'un réseau, justement, suivant la localisation de votre site, le pays de localité également, et de ses spécificités. Nos équipes peuvent également mener des études risques liées à la disponibilité de l'énergie, à son prix, pour garantir l'approvisionnement d'énergie au niveau de votre site. Et on sait que, par exemple, face au risque de la hausse des températures, malheureusement, il va y avoir aussi une hausse des consommations pour protéger certains systèmes, les systèmes de refroidissement, par exemple, qu'on évoquait. Et il va y avoir un enjeu du prix de l'énergie, justement. Et donc, on aide nos clients à saisir l'opportunité d'accéder au meilleur prix énergétique du marché. Et on les conseille aussi à adapter la consommation du site en fonction, justement, de l'état de ce marché. Et donc, pour finir, on est en capacité aussi de vous accompagner sur l'électrification de site. Comme on l'a vu, repenser une infrastructure, ça demande aussi des experts capables de repenser toute l'électrification de votre site, également de vous soutenir dans l'intégration d'énergie renouvelable au niveau du site, si on met en place des microgrids, et aussi, par exemple, sur la substitution de combustible. Tout ça dans l'idée de rendre votre infrastructure plus optimisée et plus résiliente aux enjeux de demain. Donc, toutes ces activités de conseil rentrent dans le cadre de mieux gérer ses ressources dans un monde où l'accès à la matière, à l'eau, à l'énergie va se complexifier de plus en plus, on le sait. Et donc, pour conclure, et c'est d'ailleurs de toute cette expertise technique Schneider et qu'on retrouve au sein de nos équipes, que ce soit représenté donc par les solutions techniques et produits que je vous ai présentés, par les solutions digitales ou nos solutions de service, qu'on est en mesure de vous aider à mettre en œuvre votre plan d'adaptation, un plan d'adaptation qui est adapté à votre site, qui est concret et qui inclut aussi des estimations financières fiables. C'est parce qu'on est nous-mêmes acteurs d'implémentation d'actions, qu'on est en capacité d'avoir ces estimations financières. On a regroupé maintenant une forte base de données sur ces éléments financiers qui viennent d'ailleurs nourrir nos recommandations et celles que l'on retrouve au sein de la plateforme Éclair. On arrive à la conclusion de ce webinaire en espérant qu'il vous aura apporté un éclairage complet sur nos capacités d'accompagnement sur les risques climatiques, également sur toute la valeur ajoutée de la plateforme Éclair. Encore merci à Romain pour sa présence aujourd'hui et le partage de l'expérience du groupe Iliad. Vous pouvez télécharger une brochure qui est sortie la semaine dernière, donc qui
retrace toutes les fonctionnalités qu'a présentées Béatrice sur Éclair et on retrouve aussi toute la présentation, enfin les explications de notre méthodologie d'approche sur les risques. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour faire une démonstration parce qu'aujourd'hui, on a une présentation assez high level qui couvre tous les secteurs, mais on est en capacité de vous faire des démonstrations spécifiques à vos sites et à votre secteur d'activité pour aussi moduler et que vous ayez quelque chose d'un peu plus adapté à vos enjeux. On va passer à la partie questions-réponses. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a déjà eu quelques questions qui ont été posées durant la présentation. Je pense que je vais commencer peut-être par la première. Donc, une question pour Romain, un groupe Iliad. Comment le sujet a-t-il été intégré à la gouvernance interne, que ce soit en question de sensibilisation, d'embarquement du COMEX et des directions? Alors, c'est une bonne question. Euh, donc en fait, l'avantage, c'est que la CSRD, dans le cadre dans lequel on a fait cette analyse de risque, dans la CSRD, on essaye de définir une gouvernance, une structure, et donc du coup, on a quand même des comités internes réguliers, que ce soit des comités pays, des comités groupes, et aussi des comités avec notre board. Donc on voit régulièrement nos board members sur ces sujets-là. Et comme c'était un sujet qui était assez balisé d'un point de vue réglementaire, on s'est vraiment inscrit dans ce balisage. Le plus important pour moi, c'est sans doute ce qu'on en fait ensuite en interne dans l'organisation et comment ça redescend. C'est des sujets qui sont compliqués à expliquer et surtout, c'est des sujets qui font peur. Enfin, clairement, je pense que au-delà même d'une organisation humaine, se projeter dans 30 ans dans un monde à plus 2,5, plus 3 degrés, quand on sait de quoi est-ce qu'il en retourne, c'est compliqué. Et donc c'est sans doute ça, à mon avis, qui est le plus sensible, c'est vraiment de montrer qu'on anticipe qu'on fait ça pour éviter de se retrouver dans des situations insurmontables, entre guillemets. Mm. Même si elles seront excessivement difficiles à vivre, hein, on le sait tous. C'est pour commencer à se... voilà. Et donc moi je suis breton, donc typiquement j'essaie de donner des petits exemples un peu rigolos, et j'ai vu que en Bretagne on commence à cultiver des agrumes, des dattes, des choses voilà, plutôt du nord de l'Afrique et du Sahel, et qui commencent à bien pousser chez nous. Merci Romain. Une autre question concerne plutôt donc la plateforme. Mon entreprise est soumise à la CSRD. Est-ce que la plateforme permet de générer de façon automatisée un reporting aligné avec les ERSRS de la CSRD? Oui, ça fait partie de nos prochains développements. On travaille sur une fiche portefeuille qui est alignée avec les principales réglementations IF, RSS2, le ESRS E1, la taxonomie européenne, ainsi de suite. Donc ce sera automatisé, ce sera aussi une fiche à télécharger. Ok. Une autre question, merci Béatrice. Mon entreprise est soumise au PNAC 3. Est-ce que la plateforme intègre bien les indicateurs de la traque de Météo France? Oui, je peux aussi vous partager. On a l'ensemble d'indicateurs de la track, donc les indicateurs Météo France qui sont inclus dans la plateforme. Donc, vous pouvez les analyser pour être conforme au PNAC. Et il y a aussi une possibilité d'analyser une zone d'intérêt, enfin une portion de la carte sur un aplat, selon aussi les indicateurs de Météo France. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ok, il y avait également une question assez similaire de Rosa sur les rapports produits de la plateforme peuvent-ils être utilisés comme moyen de preuve dans le cadre de certification environnementale internationale comme le BREEAM? Et les discussions ont-elles eu lieu avec des organismes certificateurs Je pour ne valider les saurais rapports? pas répondre spécifiquement. C'est pas un rapport qui produit des analyses d'efficacité énergétique, si c'est le cas. Ouais. Moi, je peux répondre Euh, si vous voulez de mon côté. mm, Je me permets juste hein, parce oui, que donc nous, dans le cadre de la CSRD, on est audité par Deloitte. Et donc, on a toujours ces sujets-là de voir comment mm, est-ce qu'on a fait les analyses de risque. Et ils acceptent tout à fait qu'on leur montre la plateforme, qu'on leur montre les sorties de la plateforme et les comptes rendus. Et j'ai jamais eu aucun sujet de ce côté-là pour certifier nos comptes et pour certifier
notre CSA. Je me permets juste pour. Mais merci Merci Romain. Romain. Non, Comme on mais a eu c'est des hyper longues intéressant aussi discussions comme avec retour. Price et avec Deloitte sur ces sujets-là, Mm, je me permets juste d'intervenir. Très bien. merci. Une autre question. Je suis intéressée par votre plateforme, mais plus pour accéder aux résultats, comme les fiches sheets ou les impacts financiers, sans forcément l'utiliser opérationnellement. Est-ce que vous avez des licences adaptées? Oui, tout à fait. Ça peut être complètement modulable si on veut analyser que quelques sites, si on veut analyser un seul site, si on veut analyser 50 à 10 000, c'est tout à fait modulable. Ouais, je vais peut-être compléter ce point-là. Effectivement, comme je l'ai mentionné au début, on a une offre qui combine conseils et solutions numériques. Donc, on peut avoir une offre où on utilise finalement la plateforme en interne et Coact pour le besoin d'une mission. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est managed service. Première possibilité. Deuxième possibilité, on peut effectivement, comme le mentionnait Béatrice, proposer une licence. Donc là, on vient former les futurs utilisateurs de l'organisation, de l'entreprise à l'utilisation de cette plateforme. Et ensuite, ces utilisateurs-là sont autonomes pour faire tourner la plateforme, refaire les analyses eux-mêmes les années qui suivent. Et en dernier lieu, on a quelque chose qui peut être assez rapide si vous avez assez peu de sites à étudier. C'est ce qu'a montré Béatrice tout à l'heure avec un seul site sur lequel on est capable ensuite de sortir une fiche synthétique sur ce site-là qui vous donne les informations principales aléa par aléa. Et là encore, on vous fait une petite formation pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y a dans cette fiche-là. Euh, Merci. Une question à nouveau pour Romain. On va en prendre peut-être encore deux. Ensuite, on sera time out. Romain, combien de temps cela vous a-t-il pris de mener au complet votre analyse des risques? Êtes-vous totalement autonome pour l'utilisation de la plateforme? Et êtes-vous encore accompagné par les équipes d'EcoAct? Alors, l'analyse des risques, c'est un sujet qui ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Donc ça prend beaucoup de temps. Non, en réalité, l'analyse en soi, on peut quasiment faire une analyse en une journée des risques ESG d'une entreprise. Ça dépend de la finance dans laquelle on souhaite rentrer et ça dépend surtout de l'usage qu'on souhaite faire des données. Euh, Nous, l'utilisation des données, on est encore en cours d'utilisation des fichiers d'extract. C'est des fichiers avec des millions de lignes. Nous, on a vraiment beaucoup d'infrastructures. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va nous falloir des années, entre guillemets, pour analyser. Et puis, tout est toujours mis à jour. Là, on est sur la fin de la mission avec EcoAct. Clairement, on est en fin de mission et en handover. Donc nous, on a décidé de s'équiper sur je ne sais plus ce qu'on a mis dans le contrat, si c'est 3 ou 5 ans avec la plateforme. Mais oui, du coup, nous, on est autonome et surtout, il y a une formation qui vient avec pour les équipes pour pouvoir la prendre en main. Et j'imagine que toute l'équipe EcoAct sera toujours là pour répondre à nos petites questions techniques. Merci. Merci. Alors, je m'entends en double. Ok, parfait. Peut-être une dernière question. Les méthodes de calcul source des données sont-elles tracées dans la plateforme? Alors oui, je peux répondre à cette question. Alors on a évidemment de la documentation méthodologique et toute la documentation nécessaire sur les sources qu'on utilise et tout ça est géré de façon transparente. Sources qu'on peut bien évidemment communiquer à nos clients si besoin et on le fait évidemment à chaque fois. Donc juste pour information, on utilise principalement des scénarios climatiques qui sont notamment les scénarios du GIEC, pas uniquement, mais voilà, c'est ce type d'information-là effectivement qu'on utilise dans la plateforme Éclair. Scénario prospectif, comme le mentionnait Romain tout à l'heure. Parfait. Bah, Parfait. écoutez, merci. On arrive à la fin de ce webinaire. Pour les autres questions, on pourra y répondre de toute façon par la suite. On vous partagera également la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas aussi de télécharger la brochure qui explique bien les fonctionnalités qui ont été présentées par Béatrice. Merci encore aussi à Romain pour sa participation. Et de notre côté, ce sera un plaisir de vous faire des démonstrations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement et on vous fera des démos dédiées en vous souhaitant une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.